Bonjour à tous, Madame la sous-préfète, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs, je vais vous présenter Thierry pour certains d'entre vous bientôt, bien sûr, le connaissent, mais pas forcément les nouveaux participants. Alors Thierry, vous êtes rédacteur en chef à France Télévisions, mais je crois qu'aujourd'hui on peut dire que vous êtes ici plus en tant qu'ami du bassin d'Arcachon. Oui, c'est un honneur. Merci Thierry. Alors la question qu'on va se poser ce matin, Thierry, c'est est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on est prêt à accueillir 12 mois sur 12 ? Est-ce qu'on est prêt à jouer collectif ? Est-ce qu'on est prêt, par exemple, à faire un roulement dans les dates, de se mettre autour de la table et dire, ben voilà, les dates de fermeture, de congé, on va les fixer ensemble. Est-ce qu'on est prêt à faire partager des vacances, puisqu'on a vu que nos voyageurs veulent vivre comme des locaux. Donc voilà, c'est autant de sujets qu'on va aborder toute cette matinée. Bref, est-ce qu'on est prêt à structurer une offre, 12 mois sur 12, de l'arrivée du client en train ou pas, jusqu'à son départ ? Je mets un réveil. Au bout de 10 minutes, la cloche sonne. Ça veut dire pour moi que j'ai 5 minutes pour régler à peu près 82 slides à vous montrer. Je vous souhaite à tous une année 2016 fun, créative, humaine, avec des moments à partager, collective et profitable toute l'année, 12 mois sur 12. C'est juste impressionnant, et je pense qu'on est plusieurs à faire des tours de France, c'est impressionnant de voir quasiment 1000 personnes réunies à l'échelle d'un bassin. Continuer à la jouer collectif, et il faut aller beaucoup plus loin, à la jouer collectif hors saison. Il y en a qui jouent le jeu hors saison, ils se sentent peut-être seuls. Je ne suis pas un touriste. Vous n'êtes pas des conseillers, vous n'êtes pas des professionnels. Vous êtes des joyeux et très fiers, experts locaux de confiance. Je vous lance, moi, un défi. On l'a lancé hier, pareil, pas loin, à côté de La Rochelle. Est-ce que pour la saison 2017, sur le site internet du CIBA, version touriste, est-ce que le pied de page n'est pas une immense photo de vos tronches avec vos prénoms ? Eh bien, sincèrement, il n'y a pas que Michel Augustin qui a le droit d'avoir cette belle idée. Moi, je vous lance le défi pour l'année prochaine. Donc, en fait, quelques minutes pour vous donner quelques chiffres et quelques tendances. La première, c'est quand même sur une bonne nouvelle, c'est qu'on a remarqué à partir de 2014 que le niveau des départs en vacances en France avait réaugmenté. On l'a vu sur ces dernières saisons. On est arrivé au niveau de 2005 en pourcentage de Français partis en vacances, mais avec une augmentation en termes de séjour, puisque la population a augmenté. Depuis 2015, en France, nous sommes mobile first. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus de connexions sur Internet à partir d'un téléphone portable qu'à partir d'un ordinateur. Donc il faut être au format adapté, responsive design, c'est le terme exact, parce que c'est vraiment ce type de fonctionnement qui sera majoritaire. En 2013, 40% des Français ont réalisé un voyage de proximité. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, surtout quand on voit ce que tu disais en présentation, Isabelle, qu'on a la LGV qui rejoint Bordeaux en 2017 et que donc on va se retrouver en proximité de l'Île-de-France. 45% des visiteurs de Bordeaux Métropole se rendent sur un autre site de proximité. Vous allez bientôt avoir les chiffres à l'écran d'ici quelques instants. Donc retenez simplement, un visiteur sur deux qui seront à Bordeaux seront également ailleurs. Voilà, 45% exactement. Mais alors que visite-t-il s'il visite autre chose? Eh bien, la majorité, 1 sur 2, viennent sur le bassin d'Arcachon et visitent également la dune du Pilat. 38%, c'est pour Saint-Émilion, 10%, les châteaux du Médoc. Du coup, finalement, entre espace naturel de renom du bassin, entre Bordeaux, classé patrimoine de l'UNESCO, et les vignobles, eh bien, il ne manquait plus à la Gironde qu'un équipement digne de ce nom. Ce sera fait en juin 2016. S'ouvrira à ce moment-là la Cité du Vin. C'est un équipement culturel et c'est un équipement touristique. Philippe Massol, merci beaucoup d'être parmi nous et de nous accorder un peu de temps, car vous êtes le directeur général de cette cité, bien sûr. Elle s'ouvre d'ici peu, dans 3 mois, 81 millions d'investissements, et vous attendez, en tous les cas, ce sont les chiffres sur papier, 1 demi-million de visiteurs. Dites-moi, je suis visiteur sur cette cité du vin, qu'est-ce que je vais pouvoir voir? En fait, faire un grand voyage. C'est le positionnement de cette cité depuis maintenant 7 ans, puisqu'on a démarré il y a 7 ans. Selon le temps dont on dispose, selon son humeur, selon les gens qui nous accompagnent, on va pouvoir ou avoir plutôt une approche de centre d'interprétation, voire pratiquement de parc à thème, avec une approche très
très multimédia, très immersive, avec une vingtaine de modules d'attractions différentes, ou bien avoir une approche beaucoup plus muséale, puisque c'est également un lieu où il y aura chaque année 3 grandes expositions temporaires qui seront l'occasion de faire rentrer la dimension artistique dans cette Cité du Vin. La Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux met en place une opération pour aider les professionnels à optimiser l'accueil des visiteurs, y compris d'ailleurs des visiteurs étrangers. Cette opération s'appelle « Thank you for coming ». Ce que j'aimerais simplement savoir, c'est quel est mon intérêt, si je suis restaurateur, si je suis hôtelier, de participer à cette opération. Donc nous, on a développé, si vous voulez, un support, donc un flyer, qui est une adhésion à Thank You for Coming, encore une fois gratuite. L'idée, c'est aussi d'afficher ce label Thank You for Coming, qui est quelque part un message de bienvenue sur sa vitrine, pour effectivement savoir que vous avez été identifié comme vous préoccupant particulièrement de votre excellence en ce domaine-là. Alors on n'a pas inventé, mais on met à votre disposition un outil, par exemple, avec la visite mystère. La visite mystère, c'est moi qui vais venir chez vous, enfin moi je suis peut-être un peu connu, quelqu'un encore moins connu, qui va essayer de consommer, de regarder, et qui va voir comment il est reçu, si on lui a dit bonjour, si on peut l'aider, etc. Et vous avez une restitution de ça. Donc à partir de là, vous allez avoir un débriefing avec un professionnel. On a des professionnels du tourisme qui vont venir vers vous. Et vous allez avoir un suivi ensuite, style boîte à idées, bonne pratique. Voilà. Je ne suis pas un touriste chez vous. Je ne veux pas l'être. Quand j'arrive chez vous, étonnez-moi de ce que vous êtes et non pas de ce que vous fabriquez de factice, de ce que vous êtes. Soyez fiers de vos couleurs, soyez fiers de vos fragrances, soyez fiers de ce qui vous entoure et faites-le-moi partager. Donnez-moi vos préférences, donnez-moi les petites choses qu'il faut connaître, là où cela me permettra plus vite encore d'arriver chez vous. La LGV sera bientôt là et nous permettra à nous, Parisiens, d'être à 2 heures de chez vous. C'est très court, de telle sorte que nous viendrons souvent. La deuxième chose, c'est que les points d'entrée sur Bordeaux sont capitaux pour le bassin d'Arcachon. Et parmi ces points d'entrée, vous l'avez vu, il y a la Cité du Vin, c'est pour le 1er juin 2016. Voyez qui vient vous visiter, qui vient vous rendre visite. Est-ce que c'est un Chinois? Est-ce que c'est un Européen? Est-ce que c'est un Anglais? Mon Dieu, même si votre anglais n'est pas parfait, loin de là, mais peu importe. Mieux vaut utiliser 2 mots en anglais plutôt que d'ignorer l'autre dans sa langue maternelle. Les réseaux sociaux, le problème est souvent, et voilà, on va vous dire... C'est simple. Bah oui. Vous connaissez ce petit, c'est celui de la pub Zoé là, de Renault. Moi, il m'agace au plus haut point, ce gamin qui vient vous dire c'est simple, en vous toisant comme ça. Les réseaux sociaux, par essence, c'est l'instantanéité. Vous ne pouvez pas être présent partout. C'est impossible. C'est impossible, il n'y a que de très grosses boîtes avec de vrais services organisés qui peuvent gérer ça. Donc, il va falloir faire des choix. Et aujourd'hui, si je peux vous donner un petit conseil, si vous devez faire des choix, c'est probablement Facebook, parce que c'est là où il y a le plus de monde, parce que c'est probablement le plus simple à gérer aussi pour vous, et parce que c'est là où vous trouvez le plus de contenu à partager. Peut-être Instagram aussi, parce que c'est basé sur de la photo. On l'utilise sur un smartphone, donc c'est du live et c'est facile à faire. Et surtout, c'est extrêmement bien adapté à notre domaine, qui est le domaine du tourisme. Le contenu, c'est évidemment le nerf de la guerre. Sur les réseaux sociaux, ce qui marche, c'est le contenu. Et notamment, beaucoup le contenu photo, parce que d'emblée, voilà, on en prend plein la vue. Et dans le tourisme, évidemment, c'est ce qui marche le mieux. Les vidéos, comme celles qu'on vient de voir, vous n'avez pas forcément les moyens d'en produire, mais emparez-vous de celles qui sont faites par le bassin d'Arcachon, par vos offices de tourisme, etc. En tout cas, n'hésitez pas, allez-y, 12 mois sur 12. Les réseaux, ça ne peut se gérer que 12 mois sur 12. Nous recevons tous les mois des anticipations, des réservations aériennes via les outils de GDS. Il ne faut pas en retirer plus que ce qu'ils sont, c'est-à-dire des chiffres de statistiques d'arrivée aérienne internationale via les outils de GDS. Mais malgré tout, c'est intéressant. Les perspectives pour les 3 mois qui viennent, puisqu'au-delà, c'est la boule de cristal, c'est pour la France, moins 11%, pas très encourageant. Pour Paris, moins 13%. Une seule métropole en France est dans le positif, c'est Bordeaux, avec plus 6,5%. Quelques exemples de partenariats revendeurs. On va parler du premier exemple qui est Viator. Alors Viator, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la première agence au monde de vente en ligne de produits touristiques hors hébergement. Si demain vous avez, par exemple, votre
votre bateau qui propose des excursions sur le Batin, qui est très bien noté sur TripAdvisor. La suite logique, c'est d'aller contractualiser avec Viator pour que vous puissiez directement vendre à tous les gens qui vont sur TripAdvisor voir votre fiche, leur vendre directement la balade en bateau. C'est des gens qui prennent des commissions importantes, 20% minimum, ça peut être 25%, et ils sont tellement efficaces qu'au bout d'un moment, vous réalisez qu'ils vont vous amener 30, 40, 50% de votre flux client, et là, vous êtes en danger. En revanche, ils vont vous aider à commercialiser sur certaines périodes, quand vous avez du stock, quand vous êtes capable de donner des commissions importantes, etc. C'est vous, professionnels du tourisme, qui allez pouvoir apporter la preuve que les vraies vacances, c'est ici et nulle part ailleurs. La preuve, c'est qu'on se souvient toujours d'un déjeuner au restaurant. On se souvient toujours des anecdotes que nous a raconté un batelier ou le sourire d'un réceptionniste hôtelière dans mon hôtel. J'avais un très joli mot, très personnalisé, je m'en souviens. Parce que nous, institutionnels, on va engager, grâce aux communes qui nous soutiennent, des budgets dans de la communication, on va travailler avec des blogueurs, on va travailler avec des spécialistes, des stratégies de contenu. Il n'y a que vous qui pourrez apporter la preuve que sur le bassin, on vit de vraies vacances. Vous défendez-vous l'idée que les pros doivent consommer sans modération le guide d'accueil, l'ABC du bassin? Expliquez-nous votre position. Bien sûr, ce guide, enfin, Montrez-le qu'ici tout le monde le connaît. C'est un guide qui est fait par les pros, pour les pros. Il faut y penser aux saisonniers. Il y en a beaucoup qui arrivent de Bordeaux, mais de beaucoup plus loin. Il y en a qui arrivent de la saison de montagne. Donc ceux-là, les bassins, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas de ce dont il faut parler à nos voyageurs. Donc c'est pour eux que ce guide surtout a été créé. Et est-ce qu'on peut imaginer de le remettre avec les contrats de travail, par exemple, des saisonniers? On peut très bien l'imaginer, bien sûr, c'est fort possible. On peut faire passer l'information auprès de nos adhérents, hôteliers, restaurateurs, et le distribuer comme ça, oui, bien sûr. Frédéric Dugénie, merci également d'être parmi nous. Vous êtes la présidente de la MOPA Aquitaine. La MOPA souhaite lancer une expérimentation pour l'été 2016, à la fois sur le bassin d'Arcachon, mais également à Saint-Jean-de-Luz, Royan, Biscarrosse. Et l'expérience est la suivante, si j'ai bien compris, animer une communauté de saisonniers sur les territoires. Quel est l'intérêt et pourquoi faire? Alors déjà, nous sommes partis de deux constats. Le premier, c'est que la qualité d'accueil sur un territoire, quel qu'il soit, passe par le personnel de première ligne, qui est majoritairement saisonnier, surtout sur des territoires comme les nôtres. Et saisonnier veut dire peu ou pas formé. Peu ou pas formé, pourquoi? Et c'est le deuxième constat, c'est qu'aujourd'hui, les modes de formation que l'on peut leur proposer sont plutôt inadaptés, beaucoup de contenu en très peu de temps, pas forcément de disponibilité, et des personnes, souvent des jeunes étudiants, qui sortent des études et qui n'ont pas envie forcément de recommencer dans l'emploi saisonnier par 1 ou 2 jours de formation. Donc l'idée pour nous, c'est de réfléchir à un nouveau concept qui est justement en phase de préparation, puisqu'on commence la réflexion à partir du mois d'avril, donc vous voyez, on est plutôt en avance là-dessus. Un nouveau concept qui recrée du lien entre le prestataire et le visiteur. L'idée, c'est que par la formation, par l'empathie que peut créer le saisonnier ou le personnel de première ligne, ce contact nous permette d'avoir beaucoup plus de retours et d'avis positifs à terme sur les établissements. Les offices de tourisme et le CIBA ont mis en place, en 2015 une centrale de gestion des disponibilités à l'échelle des 10 communes. Et ma question est la suivante. Quel est l'intérêt pour les offices de tourisme et pour les clients? Tout d'abord, c'est pas de concurrencer ce qui existe, ces grosses majors de la vente en ligne. C'était parti d'une réflexion où Arcachon avait depuis très longtemps mis en place une centrale de disponibilité. La centrale de disponibilité, c'est avant tout de faire le lien entre nous, professionnels, et les clients qui sont en face, avec le but de se servir des outils numériques pour justement valoriser l'offre d'hébergement. Aujourd'hui, il y a un vrai travail de fond à faire avec nos prestataires pour que la centrale soit renseignée au plus près, au plus juste, et que l'information soit très bien donnée à nos clients, en fin de compte. Nous attendons aussi de la part de nos prestataires de nous envoyer leurs photos au bon format, avec une qualité d'image très très bien, haute définition, des textes précis.
ce qu'ils font lorsqu'ils vont sur ces centrales de réservation de type booking. Donc nous attendons d'eux qu'ils fassent la même chose avec nous, sachant très bien que nous n'avons pas vocation et non plus l'idée de se substituer à ces grosses centrales. Professionnels du bassin, on vous a présenté notre boîte à outils, vous a représenté nos offices, dont on est vraiment très fiers, et je voudrais vraiment qu'on les applaudisse. Ils sont tous dans la salle, et voilà, on est vraiment très fiers d'eux. Vous vous rappelez, dans les premières ou 2 secondes rencontres du tourisme, on a eu Daniel Herrero, le rugbyman, l'entraîneur du rugby, qui nous a parlé d'un jeu collectif qui faisait que 1 plus 1 égale 2 normalement, mais que 1 plus 1 est égal à 3 s'il y a un jeu collectif qui se met en place. Voilà, et c'est ce qu'on vous propose vraiment aujourd'hui de mettre en place pour que notre destination soit vraiment une destination 12 mois sur 12 et qu'on ne se pose même plus la question. Depuis des années, nous travaillons pour le tourisme, pour avoir une marque tourisme. Mais ça ne suffit pas. Il s'agit maintenant d'aller bien au-delà. Et nous avons, l'ensemble des maires, imaginé créer une marque de territoire. Une marque de territoire, c'est définir ce que nous souhaitons, ce que vous voulez être, ce que nous voulons être à 20 ans. Et pour ce faire, nous avons réuni l'ensemble des acteurs, tout confondu, qu'ils soient du tourisme, de l'industrie, du commerce, des services, pour définir ce que nous voulons être. Alors, je ne veux pas dévoiler, par contre, je vous invite à venir dans 1 an, en février. Nous présenterons cette marque et j'espère que cela correspondra à ce que vous souhaitez. Michael, si vous le permettez, vous êtes donc le gardien, vous êtes également le garant de la marque territoriale Bretagne. Nous sommes bien d'accord là-dessus? C'est une responsabilité partagée avec l'Agence de développement économique de la Bretagne, qui s'appelle Bretagne Développement Innovation, parce qu'effectivement, c'est une démarche collective qui touche à tous les différents secteurs de l'économie bretonne. C'est les 650 entreprises qui sont engagées et qui sont devenues partenaires de la marque et qui le portent collectivement. On a tous appris, étant enfant, la puissance de la Bretagne. Le mot Bretagne est connu par tous et moi, dans mon esprit, la Bretagne n'avait pas besoin de faire la promotion. Alors, qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette marque? La Bretagne n'est pas un endroit de passage, il faut y aller. Donc, on a des atouts très forts, mais il faut les communiquer auprès de nos cibles. Et pour ça, on avait besoin, justement, de soigner notre image, de le renouveler. Et c'était vraiment à la recherche, touristiquement parlant, de nouvelles clientèles qu'on sentait le besoin de s'engager dans une démarche collective pour moderniser et enrichir notre image. Michael, oui, pour que la marque soit forte et qu'elle vive, il faut des partenaires. Vous nous avez indiqué qu'il y avait plus de 650 entrepreneurs qui étaient partenaires de la marque Bretagne. Moi, j'aimerais savoir quels sont les avantages pour le partenaire d'être adhérent à cette marque et finalement, quelle est la démarche? Comment faut-il faire? Comment faut-il s'y prendre pour être partenaire? D'abord, quelque chose d'important, c'est la démarche est complètement ouverte dans le sens que c'est une code de marque, c'est une vraie boîte à outils, ce n'est pas une affaire de logo, effectivement. Et donc, on a créé un site que vous pouvez regarder, marque-bretagne.fr, qui est absolument nourri de suggestions sur comment on peut revendiquer et communiquer sur la Bretagne. Par contre, pour devenir partenaire, on avait une démarche un petit peu lourde. On voulait absolument avoir des gens qui montrent l'exemple, en guillemets. Et donc, il fallait, pour devenir partenaire de la Bretagne, que les gens fassent preuve de modernité, qu'ils fassent preuve de respecter les 4 valeurs qui sont imagination, engagement, sens collectif et ouverture vers le monde, vers l'international. Vous nous avez expliqué comment devenir partenaire, mais est-ce que tout le monde peut devenir, qui peut devenir partenaire de la marque Gironde? Ouais, je pense que ça, c'était le... Gironde, pardonnez-moi. Bretagne, ouais. Pardonnez-moi. Non. C'est délicat comme question. Je pense qu'on a trouvé un équilibre avec cette idée de boîte à outils ouverte dans le domaine public, où tout le monde peut s'inspirer, mais on est exigeant en termes de partenaires pour ceux qui portent la marque Bretagne et qui l'utilisent. En Bretagne, vous avez bien sûr, comme dans toutes les régions, des villes importantes, notamment importantes en termes de notoriété. Et comment ces villes, qui
peut peut-être penser se suffire un peu elle-même. Comment elle s'y retrouve dans cette marque Bretagne? La Bretagne n'a pas grande ville et grande métropole. Nos deux métropoles sont Rennes et Brest, mais ils savent tous qu'ils ont besoin d'être portés également par le nom d'une région qui représente pour eux quelque chose de très fort. Et puis voilà, le fait que les Bretons, les Bretonnes comprennent ça, c'est une réalité indéniable et qui est une force pour nous. Nous nous lançons bien sûr dans une marque territoriale. C'est compliqué, on a bien compris qu'il fallait que tous les acteurs de la vie civile s'y impliquent. Alors, au bout de 5 ans, quel bilan tirez-vous et notamment, avez-vous rencontré des difficultés auxquelles vous ne vous attendiez pas? Je pense qu'on a fait un sacré pas en avant. Je pense qu'on a réussi à relifter l'image de la région. On a certainement réussi à relifter la communication des centaines, voire des milliers de partenaires, parce qu'il n'y a pas que les partenaires des marques, et ceux qui sont inspirés purement et simplement par les outils qu'on a mis en place. Et actuellement, voilà, on est en pleine réflexion. Peut-être on va créer une forme de fondation publique-privée pour porter la marque Bretagne pour l'avenir. C'est le genre de questions que nous, on se pose. La prochaine étape. Vous avez donc mis en place cette marque territoriale. Vous avez maintenant de l'expérience. D'ailleurs, vous venez nous dire que vous pensiez à la suite. Quels conseils vous pourriez nous donner à nous, élus et acteurs du bassin d'Arcachon, pour la mise en place de cette marque territoriale? Donc je pense qu'il faut d'abord bien faire une analyse sur, OK, quelles sont les valeurs qu'on veut défendre ici, quelles sont les spécificités qu'on veut mettre en valeur. Et puis après, voilà, je pense qu'il faut vraiment viser, c'est difficile ces jours-ci de viser long terme, mais je pense que quand il s'agit d'une vraie démarche pour une marque, c'est une vision long terme qu'il faut avoir en tête. Et puis une réflexion sur la meilleure manière d'animer. C'est de l'animation, ça ne se fait pas toute seule. Il faut créer une équipe, les responsabilités peuvent être partagées, mais il y a une équipe d'animation avec des responsabilités clairement à imaginer pour qu'elle puisse vivre et se développer à long terme. Mesdames, Messieurs, Michael Dodds et vos élus.